merle moqueur. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, à Racaille, pour une émission consacrée à un viron de peinture dans le Schnorr. Voilà, c'est ce que nous avons pérégriné avec ma camarade Piquet-Cou de Cabourg, non, pas de Cabourg, le Touquet. Du Touquet à Ostende, via Bruxelles, et retour sur Pantruche. 2 jours et demi de crapahut dans les galeries, les musées, blablabla. Bref, un regard en marge sur l'art, ce qui sera le cas pour cette fois-ci aussi, et une dénonciation des sales coups de la politique politicienne. Alors là, on est pourvu jusqu'à la fin de nos jours. Bon, une petite citation pour se mettre en la pétoche. Toujours, les patrons se sont mal comportés. Depuis leur infâme participation à la collaboration, jusqu'au dépeçage du capital public organisé par Chirac, puis les socialistes. Toujours le secret, les coups tordus, les caisses noires, l'influence sur les médias, sur les politiques. Voilà, on se souvient des dernières pétarades de ce gros bouffi de Gattaz. Voilà, c'est un extrait d'un texte de Bernard Maris, Bernard Maris qui est parti en fumée dans la rédaction Charlie Hebdo là par des osos là complètement allumés qui les ont tous plombés. Ça s'appelle ce texte Pleurons sur les patrons. Bernard Maris qui était un journaliste éminent, c'était un sociologue, un juriste. Non, c'est un économiste. Un économiste, voilà, qui avait l'air sous des dehors très très sympa, gentil et tout ça. Par contre, ses écrits et ses positionnements politiques n'étaient pas bidons du tout. Voilà. Ouais, non, pas bidon du tout. Il soutenait même le revenu universel pour tous. Il faisait partie d'un conseil à la Banque de France. Non, c'était quelqu'un de bien. Ouais. Et comme notre camarade Piquet-Cou était aussi à la Banque de France, voyez-vous, il y a des solidarités. Quoi Elle aime pas qu'on dise ça. Enfin, c'était un sous-marin de notre organisation. Voilà, tout ça pour vous occuper pendant 1h30 avec... Justement, dans le presse-papier, on vous parlera de la maison de la radio et des banquiers qui sont invités dans les écoles. Ça rejoindra évidemment cette citation de Bernard Maris. Voilà, donc moi je dis bonjour quand même et je rappelle le numéro du studio, le 01 43 71 89 40 pour nous joindre pendant les pauses musicales ou à la fin de l'émission.
Et le site, le blog de la radio aussi, on oublie souvent de vous le rappeler, pour les nouveaux arrivants, surtout, c'est le www.arakai.fr. Voilà. Moi, je dis .com. Alors, les gens, ils se retrouvent pas. Voilà. Et tout de suite, une petite chanson de Renaud qu'on dédie à qui, qu'on envoie pour qui? Pour Mathieu Gallet. Allez, marche à l'ombre. Quand le babacool Cradock est sorti de son bus Volkswagen, qu'il avait garé comme une loque devant mon rad, j'ai dit à Bob qui était au flip, viens voir le mariole qui se ramène, vise la dégaine. Quelle rigolade, patchouli, patogas, le guide du routard dans la poche, Hare Krishna à mort, cheveux au nez, oreilles percées, tu vas voir qu'à tous les coups, il va nous taper 100 balles, pour se barrer à Katmandou, au Népal, avant qu'il ait pu dire un mot, j'ai chopé le mec par le paletot, et je lui ai dit, toi tu me fous les glandes, puis t'as rien à foutre dans mon monde, arrache-toi de là, t'es pas de ma bande, casse-toi tu pues, et marche à l'ombre. Une petite bourgeoise bêcheuse maquillée comme un carré d'as a débarqué dans mon gastos un peu plus tard. J'ai dit à Bob qui était au flip, rends-lui la tronche à la poufiasse, vise la culasse et les nibards. Collant léopard, homologué chez SPA, Monoï et Chalimard. Putain en Sky comme Travolta, qu'est-ce qu'elle vient nous frimer la tête? Non mais elle se croit au palace, je peux pas saquer les starlettes ni les blondasses. Avant qu'elle ait bu son cognac, je l'ai chopé par le callback. Et je lui ai dit, toi tu me fous les glandes, puis t'as rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande, casse-toi tu pues, et marche à l'ombre. Rocky Barjot, le genre qui s'est gouré de trottoir, est venu jouer les Marlon Brando dans mon saloon. J'ai dit à Bob qui avait fait tilt, arrête j'ai peur, c'est un blouson noir, je veux pas d'histoire avec ce clown. Derrière ces pauvres ébanes, je vois pas ses yeux et ça m'énerve. Si ça se trouve il me regarde, faut qu'il arrête sinon je le crève. Non mais qu'est-ce que c'est que ce mec qui vient user mon comptoir? La carte tournée chez les Grecs, se faire voir. Avant qu'il ait bu son viandox, je l'ai chopé contre le jukebox. Et je lui ai dit, toi tu me fous les glandes, puis t'as rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande, casse-toi tu pues, et marche à l'ombre. Puis je me suis fait un punk qui avait pas oublié d'être moche, bien intellectuel en l'Oden, genre Nouvel Ops. Quand Bob a massacré le flipper, on n'avait plus une thune en poche. J'ai réfléchi et je me suis dit, c'est vrai que je suis épais comme un sandwich SNCF, et que demain je peux tomber sur un balèze qui me casse la tête. Si ce mec là me fait la peau et que je crève la gueule sous le comptoir, si la mort me paye l'apéro d'un air vicelard, avant qu'elle m'emmène voir là-haut s'il y a du monde dans les bistrots, je lui dirai, toi tu me fous les glandes, puis t'as rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande, casse-toi tu pues, et marche à l'ombre. Casse-toi tu pues, et marche à l'ombre. Casse-toi tu pues, et marche à l'ombre. Voilà, c'était Renaud, marche à l'ombre. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité. Arakai se consacre aujourd'hui à un viron peinture d'Anchenour. Un viron peinture que ma camarade Piquicou et moi-même, en personne, toute seule, nous avons fait du Touquet à Ostende via Bruxelles et retour à Pantruche pendant ces 2 ou 3 derniers jours. Voilà, et cette pause musicale, marche à l'ombre Renaud, comme l'a brièvement évoqué notre camarade Piquicou, c'est pour saluer la maison de la radio et son PDG foutraque, là, Mathieu Gallet, qui est venu en remplacement de, comment dirais-je, de... Jean Lucas, voilà, pour qui on avait refait un bureau impeccable avec une moquette très jolie. Et ce gland de Gallet, là, une de ses premières pétarades en arrivant à la maison de la radio, c'est de refaire faire son burlingue, arrache la moquette, tout fout en l'air, quoi, et
réinstaller tout ça pour 100 000 euros, plus fort encore que 105 000 euros même, je crois, plus fort que le secrétaire général de la CGT, qui beaucoup moins s'est fait virer. Alors on va voir ce que va devenir le galet, hein. Mais lui, c'est pas quand même la CGT, hein, la maison de la radio, donc il y a beaucoup de chances pour qu'il reste accroché à son rocher comme une moule, oui, comme on dit, comme une moule sur son rocher, voilà. Et ce mec-là, et si vous voulez, c'est ce genre de type qui a passé sa vie dans les cabinets ministériels et qui a jamais vraiment essuyé les contraintes ou assumé les contraintes ou supporté les contraintes d'une vie de travailleur, qui s'apprête d'ailleurs à virer au moins 300 personnes de cette Radio France, à bouleverser tous les trucs qui s'y passent, sous prétexte de refaire ceci, de refaire cela, de refaire un escalier. Alors on va faire un portail monumental, une galerie marchande, enfin des trucs complètement aberrants. Il n'y a pas de sous pourtant, mais il y a les sous pour ça par contre. Pas pour les ouvriers, mais pour ça. Alors il y avait on en parle parce que sur le site de Mermet, là, comment ça s'appelle, là-bas, si j'y suis, oui, c'est ça. Moi, je suis pas tout ça d'une manière aussi assidue que ma camarade Piquécou, mais sur le site de Mermet, ils ont réussi à se procurer l'enregistrement de l'Assemblée Générale de la radio, où justement les employés de la maison de la radio, qui sont en grève, je vous rappelle, depuis plus d'une semaine, je crois, et puis ça dure, hein, ont interviewé bruyamment et méchamment leur PDG, qui n'arrivait pas à en placer une, qui menaçait de se tirer de la réunion toutes les 5 minutes. Ça n'avait pas l'air d'impressionner le personnel, enfin, qui lui a posé des vraies questions auxquelles les réponses ont tardé à se ramener, quoi, parce qu'il essayait toujours. Ils ont un langage, ces mecs-là, un langage convenu, un langage qu'on appelle langue de bois, un langage de technocrate. Et voilà, il a essayé de noyer le poisson, mais il a pas pu. Pauvre mec. Et je vous assure, c'est vraiment jouissif d'entendre ça. Il est parti sous les huées du personnel. Et je dois dire que j'aimerais pas être à sa place, parce que les gars, il avait pas affaire là aux prolos de Grande-Range ou qui se sont fait enfumer par Sarkozy, qui se sont fait enfumer par Hollande, qui se sont fait enfumer par Montebourg-le-Mou, hein. Et voilà, eux, ils ont cru quand Hollande a été élu, ça y est, le sauveur arrive. Tu parles mon cul, oui. C'était plutôt l'entrepreneur de pompes funèbres qui arrivait, voilà. Alors eux, mais le personnel de la radio, ils sont pas du tout dupes des manœuvres, des coups tordus, etc. qu'on essaye de leur foutre sur leur chemin de rédemption de la radio, voilà. Alors, Piquécou va mettre le lien sur notre blog. Alors, allez-y, ça une bonne tranche de... Là, ça fait du bien, ça nous donne de l'oxygène. Hein. Et à propos de l'oxygène, un petit coucou à notre camarade de Tu la sens, ma 5e puissance, Cécile, qui est clouée chez elle, au lit ou quelque chose comme ça, dans son petit gourbi, là, sur le boulevard périphérique, c'est le boulevard Ney, Oui, alors parlez pas à Piquécou du boulevard Ney, hein, c'est un cauchemar pour elle. Voilà, et notre camarade Cécile, qui est asthmatique, qui a les poumons qui fonctionnent qu'à 60% de leur capacité. Voilà, elle est en train de crever dans ce truc. Alors, normalement, elle devrait avoir un logement dans un coin un peu plus salubre, mais alors sa demande est trop, je sais pas quoi, récente. Trop récente, ça fait des années qu'elle demande un logement décent. Elle y a droit comme handicapée, et handicapée grave. Hein. Mais quand on connaît notre ministre de la Santé, Marisol Touraine, et puis la Pinel, etc., je dois dire on est un petit peu, comment dirais-je, on s'angoisse un peu pour notre camarade Cécile, voilà, qui sera pas là donc aujourd'hui, alors que... Mais je pense que Thierry vous en a parlé dans l'heure précédente. J'en parle pour les auditeurs qui arrivent maintenant sur la bande FM. Ouais. Voilà. Parce qu'on a aussi envie de faire un petit coucou à Cécile. Voilà, qu'on croise tous les mardis matins dans le studio. Voilà, et qu'on aime beaucoup. On aime surtout ses émissions aussi, qui déménagent. Elle était partie là en Allemagne, à Francfort.
Ouais, pour l'inauguration de la BCE, là, une espèce de grand monument gigantesque de 135 mètres de haut. Enfin, et là, du coup, ils ont mis, je crois, il y avait 10 000 manifestants et 10 000 flics. Une bouse qui a coûté 1 milliard, je crois, ou un truc comme ça. Non, mais des trucs dingos. Ils ont pas de sous pour nous, mais ils en ont pour eux. Qu'est-ce que ça peut foutre que de faire une banque, une bourse comme ça pour la banque Europe. Non mais c'est n'importe... Enfin bref, on va pas... Voilà, donc Cécile, guéris vite, respire et viens nous raconter tout ce que tu as vu à Francfort. Je pense qu'on est tous pressés de le savoir et de l'entendre. Voilà, c'est ça. Et donc notre petite histoire de la maison de la radio à côté, c'est un peu anecdotique, mais quand même, il faut quand même que vous alliez sur le site de Mermet via l'adresse que Piqueco mettra sur le blog de la radio, le blog de l'émission plutôt, parce que ça vaut quand même le coup de voir ce mec. Ce Duglan là, ce glandu qui arrive dans une maison quand même qui a, moi quand j'étais jeune, j'ai assisté à la création de ce camembert, ça s'appelait comme ça à ce moment-là. Et c'est pareil, ils sont en rénovation depuis des années. Encore une fois là, les devis crèvent les plafonds, c'est plus du tout les devis. On sait pas pourquoi tout ce fric est perdu, alors que l'État a quand même les moyens d'exiger des entrepreneurs qu'elle embauche, de respecter les devis, etc. Mais pensez-vous, là, on en est à 500 et quelques millions. Oui, c'est ça, oui, plus de 584 millions, alors qu'au départ, c'était 176 millions qui étaient prévus. De même que le bureau de Mathieu Gallet, ça devait être 35 000 euros et on arrive à 100 000 euros. Voilà, c'est ça. Et par contre, pour les employés, il est fortement question de dégraisser, comme ils disent dans leur langage pourri, hein, alors que évidemment l'argent qu'on file à fond perdu dans des rénovations qui se terminent jamais, dans des bureaux qui satisfassent jamais les PDG. Alors parce qu'on parle du bureau, on ne parle pas de la voiture non plus. Il a 3 chauffeurs le mec, ça suffit pas. Il en a 3, il n'en avait pas assez. Il a fait ramener le sien personnel parce qu'il a un chauffeur personnel aussi. Et il a une bagnole comme le président de la République. Non mais vraiment les mecs, hein, voilà. Et voilà. Donc on me dirait, on commence à être habitué à tous ces trucs-là. Là, avec les élections départementales, on va élire aussi des caciques de province ou de région qui vont s'en foutre encore plein les poches et qui vont penser à leur réélection dès le premier jour où ils seront installés dans leur burlingue. Aussi, il y a des hôtels départementaux, faut voir les trucs aussi, hein. Voilà. Allez, les mecs, allez-y, votez, vous serez, moi, j'ai bien fait pour vos gueules. Ouais. Et en plus, c'est pareil, ils veulent supprimer, il y a 2 orchestres à Radio France, je crois qu'ils veulent fusionner et finalement supprimer un orchestre, alors que cet orchestre existe depuis 1934. Et ce qu'on peut entendre dans le compte-rendu, enfin dans cet AG, c'est qu'effectivement, il y a une grande solidarité entre tous les personnels de la maison de la radio, aussi bien les personnels d'entretien que les gens de l'orchestre, que les journalistes, que les producteurs d'émissions. Et ça fait quand même chaud au cœur de voir tout ça, d'entendre ces gens qui parlent, qui aiment leur métier, qui ont envie de faire de la radio et qui ont pas envie de faire n'importe quoi ou d'aller travailler dans des petits bureaux à côté pendant qu'on fait des travaux qui servent à rien. Voilà. Et nous, notre surprise, c'était d'apprendre qu'on allait faire une galerie commerçante quand même. Ça, ouais, c'était non, mais oui, enfin bon. Donc je pense qu'il y en a qui touchent des sacrées pépettes et qu'on le sait pas encore, mais on finira bien par le savoir. On fait confiance au canard pour nous ramener ça. Oui, parce que c'est encore lui qui a soulevé le lièvre, voyez-vous. Voilà, donc moi je parlais d'autre chose, enfin finalement pas si différent que ça. C'est la semaine européenne de l'argent. Bah ouais, dans le cadre de la semaine européenne de l'argent, des banquiers ont été invités par l'éducation nationale dans une 40aine de classes en école primaire. Objectif de cette opération pilote menée par la Fédération française bancaire française, apprendre aux élèves les principes d'une gestion financière responsable. Voilà, donc cette opération pourrait se généraliser l'année prochaine. Mais c'est vrai qu'au vu des scandales et des controverses qui touchent toutes les banques françaises actuellement, il n'est pas certain que cette fédération, qui est le principal lobby du secteur financier en France, soit la mieux placée pour faire la leçon en la matière. Les banquiers débarquent dans les écoles primaires. Qui peut enseigner aux élèves à bien gérer leur argent de poche ? Réponse, les banques. C'est ce que semble penser l'éducation nationale en tout cas, qui a décidé de lancer l'opération « J'invite un banquier dans ma classe ». C'est un gouvernement socialiste, je rappelle. Cette opération donc s'est déroulée dans le cadre de cette première semaine européenne de l'argent, initiée dans 22 pays quand même, du 9 au 13 mars, donc initiée par la Fédération bancaire européenne pour promouvoir l'éducation financière dans les écoles primaires et secondaires d'Europe. Concrètement, des banques se chargent d'organiser des leçons et des jeux destinés aux enfants afin de leur apprendre les principes d'une, entre guillemets, gestion financière responsable. Voilà.
Donc en France, une quarantaine de classes pilotes de CM1 et CM2 ont participé la semaine dernière à ce projet pédagogique d'éducation budgétaire et financière. Ce projet est mené dans un cadre éthique clairement défini et qui engage strictement les intervenants. Ce cadre exclut toute démarche commerciale, précise la Fédération bancaire française. On peut la croire. Son programme d'éducation financière sobrement intitulé « Les clés de la banque » est, entre guillemets, un service gratuit et indépendant de toute enseigne commerciale, ose même affirmer la Fédération. Nous voilà rassurés. Poil au nez. Les élèves donc sont invités à jouer un jeu collectif qui est animé par leur enseignant à base de questions-réponses élaborées par les banques. Par exemple, les élèves sont en sortie scolaire et doivent arriver à la boutique de souvenirs avant qu'elle ne ferme et pour cela répondre à des questions, budget, achat ou moyens de paiement. Là, on plante le décor. Voilà, donc c'est un contexte propice selon la Fédération bancaire pour permettre aux élèves de se poser plein de questions essentielles liées à leurs dépenses quotidiennes et à celles de leurs parents ou à la gestion d'un budget. Le comité syndical européen de l'éducation, qui représente 131 syndicats d'enseignants dans 48 pays, est donc très critique vis-à-vis de ce projet, estimant effectivement que la Fédération des banques cherche non seulement à orienter les programmes scolaires au travers des semaines européennes de l'argent, mais aussi à reprendre à son compte des responsabilités qui appartiennent au domaine de l'éducation publique. La Fédération bancaire justifierait son projet en soulignant que le manque de connaissances financières parmi les familles à faible revenu est responsable de 50% des écarts entre riches et pauvres. Oh non. Voilà, c'est dit. Si les pauvres sont pauvres, c'est qu'ils gèrent mal leur argent. Voilà. Gérer mal 1 000 euros par mois, c'est quand même, faut le faire. Voilà. Donc les syndicats s'interrogent quand même sur la pertinence de cette interprétation étriquée, quelque peu lacunaire, de la pauvreté, de la précarité en Europe. Faut-il en plus préciser qu'en France, la Fédération des banques est présidée par François Pérolle, dirigeant du groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne, et que ce François Pérolle a été mis en examen en 2014 et renvoyé en correctionnel le 5 février dernier pour prise illégale d'intérêt. Il avait été placé à la tête de la BPCE par Nicolas Sarkozy, après avoir été son conseiller, sans demander l'avis de la commission de déontologie. Donc voilà, l'opération « J'invite à banquier dans ma classe » est dans une phase pilote en 2015 et fera l'objet d'une étude d'impact afin de mesurer les acquis des enfants, précise la Fédération bancaire. L'opération pourra être étendue en 2016 en fonction des résultats de cette première expérience. Entre guillemets, l'acquisition de connaissances et de bons réflexes dans le cadre de l'école est une dimension de l'éducation citoyenne et sera propice à leur futur bien-être financier. Qu'est-ce qui nous raconte ça? C'est Marianne Barbat-Layani, qui est directrice générale de la Fédération bancaire française et membre du bureau du MEDEF. Voilà. Le bien-être financier des citoyens passe certainement davantage par une reprise en main par les citoyens sur la finance dérégulée et le secteur bancaire. Mais cela, cette Madame Barbat-Layani et la Fédération bancaire n'en diront bien sûr rien aux élèves. Rappelons en plus que le privé s'invite de plus en plus donc dans l'éducation nationale. En 2013, un groupe pharmaceutique Novartis avait adressé 5000 kits pédagogiques à des écoles élémentaires pour sensibiliser des enfants à l'importance de prendre soin de leur animal domestique préféré, chien, chat, etc., pour éviter la transmission de maladies grâce à des produits en partie commercialisés par Novartis, bien entendu. Donc voilà, est-ce que là, on avait des séances pédagogiques désintéressées, hein? Et toujours en 2013, quand il y a eu la réforme des rythmes scolaires, le groupe Total avait été sponsor à hauteur de 4 millions d'euros. L'entreprise avait signé un accord cadre début juin avec le ministère de la Jeunesse et s'engageait à verser 16 millions d'euros en soutien à des associations, dont une partie pour accompagner la grande réforme des rythmes éducatifs dans le premier degré. Donc nous voilà de plus en plus ratatinés par ce privé qui avance dans nos écoles partout autour de nous. Et vous voyez que la citation de Bernard Maris prend ici toute sa signification. Le secret des coups tordus et compagnie, on a l'impression de vivre un vrai cauchemar. Encore une fois, les syndicats de l'éducation nationale dans toute l'Europe n'ont pas été consultés, évidemment. On préfère la parole des banques ou la parole des labos pharmaceutiques à celle des gens qui sont directement en charge de la bonne marche de l'éducation nationale par le truchement, évidemment, des syndicats d'enseignants. Mais c'est toujours pareil, on n'en a rien à foutre de la vie des gens concernés.
tous ces gugus là de la finance, de la pharmacie. Et puis c'est pas fini, il y en aura d'autres viennent là pour quand un mec qui est mis en examen, etc. et qui va faire la morale dans les. Et puis alors, mais là, ce qui fait vomir, c'est quoi les gens qui n'ont pas d'argent, qui ont des budgets. On est 10 millions, il y a 10 millions de citoyens aujourd'hui de ce pays qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et c'est à ces gens-là qu'on veut apprendre à réguler leur budget. Non mais ils ont à peine de quoi bouffer, à peine de quoi payer leur loyer, etc., l'euro, leur électricité. Et c'est parce que ils savent pas gérer leur budget qu'ils sont dans la merde. Voilà, puis derrière, les banques rêvent de refiler des cartes de crédit à des gamins dès 9, 10, 11 ans. Voilà. Trouver normal de payer. Il y avait une question, je l'ai pas rapportée, où un gamin prêtait 100 euros à son frère, il demandait qu'on lui rembourse 110 euros. Donc voilà, mettre dans la tête toute cette ponction permanente. Ça va être bien les fratries maintenant. Ouais, je te passe 10 billes, mais tu m'en rendras 11, quoi. Voilà, bon, ouais, pourquoi pas. Hein. Alors, je précise que c'est une info que j'ai trouvée sur Basta, parce que c'est un endroit dans lequel je vais régulièrement puiser voir ce qui s'y passe, parce que ça, on ne trouvera forcément pas sur nos grandes. Oh, bah, non, alors. Non, pas du tout. À pleurer, j'irai cracher au nouveau monde. Tu vois, je n'ai rien oublié, pas un instant, pas une seconde de tous ces heures qu'on fredonnait quand nos silences hurlent à la ronde, puisqu'il n'y a qu'au vent mauvais qu'on voit mourir les feuilles blondes. Marchons encore. Rêvons encore. J'ai prié, moi qui ne crois plus en ce monde, qu'un Dieu, qu'un maître pouvait m'aider, sortir mon cœur d'entre les tombes, plutôt crever que de courir après une ombre, plutôt rêver que dériver de toi, de nous. J'ai trouvé dans les faubourgs la plus belle larme qui peut couvrir, qui peut fermer les déchirures à la mâchoire. Ce qu'ils m'ont fait, livré mon âme, vendu mon corps, laissant mon cœur aux gens mauvais, au plus offrant mes rêves morts.
C'était Mélismel, plutôt rêvé. Et puis il y avait un petit craquement pour réveiller celui qui commençait à s'endormir. Oui, un petit craquement, c'est dès que j'ai touché le micro, donc j'ose plus le toucher. Mais moi aussi ça m'a réveillé, j'étais surpris. Mais c'était un peu exprès quand même pour toi. Ouais, une très belle chanson de Mélismel. On la passe pas si souvent, Mélismel. Si vous êtes toujours sur Radio Libertaire, mais la technique n'est pas en cause, hein, c'est simplement le CD ou l'enregistrement qui a craqué, quoi. Voilà, sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité, à Racaille, pour un viron peinture dans le Schnorr, qui a commencé donc au Touquet, par une expo, Bernard Buffet, un artiste qui a toujours aussi peu la cote en France, enfin la cote auprès des critiques, parce que ça, depuis très longtemps d'ailleurs, les critiques français, en tout cas de l'art, sont des culs pincés au service de je sais pas quoi, mais surtout pas de l'art. Voilà, et d'ailleurs, il y a dans cette exposition, il y a un petit film de 3/4 d'heure, 1 heure, sur Bernard Buffet, sur sa vie, son œuvre, ses turpitudes et tout ça. Et il y a un critique d'art qui est interviewé, un critique d'art justement qui officiait dans les années 50, 60, 70, et qui reconnaissait, qui subissait de telles pressions morales à l'époque où Buffet était au pinacle en quelque sorte en France, auprès du public surtout, qu'il pouvait pas écrire sur Buffet des choses sympas, parce qu'autrement il aurait été mis un peu au banc de la critique, voilà, et que lui aimait Buffet mais qu'il pouvait pas en parler, parce que s'il en parlait d'une manière intelligente et si vous voulez, sans tenir compte des pressions qui s'exerçaient dans le milieu, dans ce microcosme pourri des critiques d'art, peut-être que sa carrière, elle serait terminée là. Voilà, pour vous dire quand même que et ça existe toujours. C'est pareil aujourd'hui avec l'art contemporain. J'en ai connu un du monde, un sérieux là. Je donnerai pas son nom parce que je suis pas une balance, mais enfin, je l'ai pris en tête à tête une fois. C'était au Palais de Justice de Paris pour un procès avec la Maison des Artistes, tout ça, enfin, en histoire de con. Et je dois dire que ce mec-là, c'est vraiment un sérieux, quoi. C'est un mec qui soutient à donf l'art contemporain, mais il faut pas lui parler d'autre chose. Voilà. Bon. Alors, Bernard Buffet, moi, Piquet-Cou et moi, on était très contents de voir son travail. Évidemment, c'était assez réduit comme œuvre, il y en avait une 50aine. Ouais. Voilà, mais bon, c'était représentatif de ces périodes, et c'était pour moi et pour Piquet-Cou et pour moi, ça a été un moment vraiment sympa de déambuler dans ce petit musée. On était pratiquement tout seul, sur la fin du parcours un peu moins, mais quand même, on était quand même assez comme dans beaucoup de musées de province. Voilà, on n'est pas comme à la Pinacothèque ou au Grand Palais. Ce sont pas les hordes de gens qui font les grandes expositions, mais plutôt ceux qui aiment vraiment un artiste et qui se déplacent pour regarder son travail. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Si, raconter un peu ce qu'on a vu, que c'était plutôt, d'ailleurs, l'exposition s'appelle comme ça, post-1958. Ouais, donc, ça. Il y a très peu, il y a juste une première salle où il y a 2-3 œuvres de sa période, comme tu dis, misérabiliste. Ouais. Et après, donc, c'est un travail qui est quand même beaucoup plus coloré. Oui. Donc, ouais. Oui, il est beaucoup plus coloré. J'ai dit souvent ici que j'étais plutôt plus proche de la période misérabiliste que de la suite, mais quand même, c'est quand même un peintre, un vrai, enfin, quand on dit un vrai peintre, ça veut rien dire, mais quelqu'un qui sait travailler, et d'ailleurs qui dit en même temps que en peinture l'inspiration n'existe pas. C'est pas le seul à le dire d'ailleurs, mais c'est le travail qui compte. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup travailler. Et lui, il a quand même peint 8000 œuvres, voilà, puis gravure, etc., dessin, mais surtout peinture et gravure. Voilà, 8000 œuvres, il faut dire qu'il faut quand même le faire. Il a un musée au Japon, c'est le seul artiste, même on pourrait dire européen ou occidental, qui a un musée au Japon. Il y a aussi, comment dirais-je, un peintre aussi qui a
importante collection de son œuvre au Japon. C'est c'est Georges Rouault, tu me... Oui, Georges Rouault, c'est ça, voilà, qui a été lui aussi repéré par un magnat japonais. Ouais, c'est ça, ce que tu me disais, qu'effectivement, ils avaient des traits noirs très expressifs et que les Japonais étaient sensibles donc à cette oui, technique. parce qu'au Japon, il y a les écoles. Enfin, c'était la même chose pour Rouault. Il y a eu une école de peinture japonaise qui privilégiait justement ces graphismes, voilà. Et Buffet, il est très proche de ça, donc ça plaît énormément aux Japonais. Et pour eux, c'est vraiment la peinture européenne. Ils le considèrent d'ailleurs comme le plus grand peintre qui a existé. Enfin, voilà. Il a 1000 œuvres, je crois, dans ce musée à lui. Enfin, les Japonais en ont acheté en tout cas à peu près 1000. Voilà. Et puis, comme on vous l'a déjà dit ici, ces enfants ont fait une dotation de 500, combien ? De 300 toiles. 300 toiles à l'État français, mais personne n'en veut. Voilà, ça continue toujours cette espèce d'ostracisme. Évidemment, dans l'œuvre d'un artiste sur 8000 œuvres, il n'y a pas 8000 œuvres géniales, hein, il y a de tout. Mais quand même, ce qui domine, c'est quand même un style unique, c'est quand même... alors que l'abstraction était triomphante, ben lui, il s'est fait son trou, mais un trou quand même assez énorme, au milieu de l'abstraction, aux grandes dames des Malraux et compagnie, voilà. La première rétrospective de Bernard Buffet en France a déplacé quand même 100 000 personnes. Voilà, on n'avait jamais vu un truc pareil. Voyez, donc voilà, c'est un mec qui dérange nos élites. Enfin, quand je dis élite, je ricane doucement. Et nous, ça nous dérange pas. On est content de le voir, on est content de le retrouver, on est content d'approfondir nos connaissances sur sa vie d'ailleurs. D'ailleurs, cette vidéo qu'on a vue, elle est introuvable. Piquet-Cou, elle fait tout ce qu'elle peut pour la retrouver, parce qu'elle a bien été, d'ailleurs, dans ce musée, toujours les gens qui sont complètement incompétents, mais qui veulent se la jouer compétents. On a demandé où on peut trouver cette vidéo, etc. Où vous pouvez la trouver à l'INA, etc. On n'a rien trouvé du tout. Comme d'habitude, ça nous démerder pour la retrouver. Voilà. Il y a vraiment des gens qui sont irresponsables, alors qu'ils devraient renseigner le public, c'est leur métier, mais qui disent n'importe quoi, hélas. Et puis pourquoi ce petit musée n'en a pas fait des copies qu'ils pouvaient revendre ou refiler, je sais pas ce qu'ils pouvaient faire avec, mais avec l'autorisation évidemment du cinéaste qui s'appelle... c'est Valérie Exposito qui a réalisé ce film. C'est une femme qui a fait pas mal de documentaires, qui travaille pour Arte ou pour France 5. Voilà, qui habite à Champigny, à côté de chez nous d'ailleurs. On espère qu'elle répondra. Voilà. Oui, on peut dire quoi? Non, tu veux pas raconter un peu rapidement la vie de Bernard Buffet, non? Non, oui, oui. Expliquer qu'il a été riche très tôt, quand en une quinzaine d'années, il a vraiment vendu beaucoup de toiles, donc il est devenu millionnaire, qu'il a acheté un château, qu'il a rencontré Annabelle qui en 1958 qui est devenue sa femme et sa muse, qu'il a peint. Effectivement, il a passé son œuvre peinte en figuratif, c'est principalement ses portraits, c'est son visage à lui ou le visage d'Annabelle. Et que après ils ont une vie un peu mondaine tous les deux dans leur château, et que ils ont adopté 3 enfants. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre que qu'il est mort, qu'il s'est suicidé à la fin de sa vie, qu'il avait la maladie de Parkinson, qu'il pouvait plus peindre, et que il a dit à sa femme qu'il lui a demandé de lui préparer une omelette aux herbes. Il est parti lui dans son atelier, il s'est suicidé en mettant un sac de son galeriste sur sa tête, un sac qui portait son nom. C'était un traumatisme énorme donc pour sa femme Annabelle, qui elle avait déjà vécu le suicide de sa mère quand elle avait 7 ans, le suicide de son père un peu plus tard, qu'elle s'en est parmise en fait, qu'elle est morte 6 ans plus tard, qu'ils étaient quand même tous les deux aussi alcooliques quand même, qu'ils avaient fait pas mal de cures, enfin que l'alcool était quand même très prégnant dans leur vie, et qu'elle, de désespoir en fait, elle s'est remise à boire, et qu'elle est morte 6 ans après lui. Oui, ça c'est une fille assez terrible d'ailleurs, parce que Buffet, lui, il y avait que la peinture qui l'intéressait, éventuellement sa femme aussi, mais ses 3 enfants adoptés, apparemment c'était pas sa tasse de thé. C'est bien que le garçon s'est tiré de sa maison, de la maison familiale à 15 ans. Aujourd'hui, c'est un musicien. Les filles, on ne sait pas ce qu'elles sont devenues. Voilà, en tout cas, on n'en entend pas parler. Donc c'est quand même, il y a une tragédie là-dessous qui est assez terrible, qui se ressent pas forcément dans sa peinture, quoique c'est pas une peinture très gaie, on peut pas dire, malgré les couleurs, malgré tout ça.
toujours les portraits de ces personnages sont toujours très, oui, on peut dire avec une espèce de tristesse dans le regard. Si chez Buffet il y a des regards, on sait pas trop. Ça fait un petit peu peinture, un petit peu même égyptienne par moment. Voilà. C'est aussi raide, c'est aussi ostentatoire même, on pourrait dire, que certaines fresques sur les temples égyptiens, voilà. Ouais, voilà, que ces femmes ont des profils, sont androgynes en fait, un peu comme était Annabelle quand il l'a rencontré. Alors apparemment, je crois qu'il était avec Pierre Berger qui venait de quitter, et par l'intermédiaire d'un photographe, Luc Fournol, ils étaient à Saint-Tropez. Luc Fournol a voulu faire une photo. Il y avait une vieille femme derrière une vitre, et il a demandé à Bernard Buffet de s'asseoir sur le banc devant, et il y avait Annabelle qui était là, et c'est là qu'ils se sont rencontrés. Ils ont tous les deux posé pour cette photo, quoi. Voilà, et le coup de foudre, et c'est parti, mon kiki. Donc ça, c'était effectivement 1958. Ouais. Qu'est-ce que je voulais ajouter à propos de sa peinture? Oui, il a fait aussi quand même. Il a œuvré, même malgré que c'était pas du tout quelqu'un d'engagé comme ça. Il était militant de rien, mais il a fait une série sur la guerre. Je dois dire que c'est pas triste, c'est terrifiant. Il a fait comme ça des séries sur la mort, sur la guerre, sur ces choses-là, qui sont, même si lui il se revendiquait pas comme ceci ou comme cela, qui sont vraiment des œuvres très 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 engagées contre. Oui, alors là par contre elles n'y sont pas. C'est pas des œuvres qu'on a pu voir au Touquet. Sur quel musée pourra réunir 8000 œuvres d'un seul artiste? Je crois que c'est pas possible. Moi j'ai tout ça j'ai 2 gros bouquins sur lui, un coffret là. Il y en a 3 bouquins comme ça, j'en ai que 2. Parce que à ce moment-là, il y en avait que 2. Il faudrait que je me procure le 3e. Mais là où il y a justement toute cette série sur la guerre, qui est quelque chose de vraiment terrifiant. Enfin, nous, on vous conseille vraiment d'aller faire un tour au Touquet. C'est pareil, c'est donc un petit musée tranquille avec de belles œuvres. Donc ça mérite vraiment le détour, quoi. Ouais. Voilà, c'est à peu près 2h30 de Paris, c'est assez facilement accessible. Ouais. Voilà, donc après ce musée du Touquet, on est revenu un peu sur nos pas et on s'est dit, on avait souvenir que quand on avait parlé de l'école de Vissant, on avait évoqué Francis Tadgrin, et que la petite jeune femme Véronique, là, qui travaillait au musée de la Marine, nous avait dit qu'au musée de Berck, il y avait beaucoup de Francis Tadgrin. Ouais. Donc en fait, on a fait demi-tour, on a fait quelques kilomètres arrière, et on est allé donc visiter ce petit musée de Berck. Et là, c'était chouette, c'était une chouette idée, parce que c'est pareil, c'est facile à trouver, il y a un petit parking à côté, et on était accueillis très chaleureusement. Et là, donc, on a pu revoir donc de belles toiles de naturalistes de cette époque-là. Donc, dans la première salle, on est accueillis. Il y a un buste, c'est un buste de Ludovic Napoléon Le Pic. Donc, lui qui est arrivé à Berck 4 ans après Édouard Manet. Et donc, c'est aussi un ami d'Edgar Degas qui va s'éloigner un peu des impressionnistes avec lesquels il avait exposé quand ils ont fait leur première exposition. Et ce Ludovic Le Pic, il aime la mer, il aime le large. Il possède un flobard, c'est un bateau, et il va avoir un rôle de mentor dans la communauté artistique qui va se développer sur Berck. Et d'ailleurs, les peintres le surnomment le patron, quoi. Donc lui, il peint sur le motif, il peint la mer comme il la voit, ou alors il peut peindre des bateaux de pêche, il peut peindre les dunes, ou il peut peindre des poissons qui sont sur la plage. Enfin, voilà. Et donc là va se développer l'école de Berck, et c'est l'équivalent un peu de l'école de Vissant que nous avions évoqué autour de Virginie de Montbreton et de son mari, quoi. Et à cette époque-là, le chemin de fer se développe. Berck se retrouve seulement à 3 heures de Paris, et donc les artistes vont arriver, les Parisiens aussi, malheureusement. Et déjà dès 1885, Le Pic regrette l'afflux des touristes qui dénaturent la plage de Berck, et qui vont envahir les hôtels, les chalets, les pensions. Voilà, triste destin des stations balnéaires. Ouais. Et là, donc, on a vu énormément de toiles de Francis Tadgrin, donc dont on avait déjà un peu parlé. Et donc comme toile, il y avait quoi? Il y avait des toiles que j'ai particulièrement. Il y a une toile qui s'appelle Les Buveurs, où il y a 2 personnages qui sont un peu en reflet l'un de l'autre. Il y a un marin qui allume sa pipe. Il y a surtout quelque chose qui est assez impressionnant, c'est tous les portraits des pensionnaires de l'asile maritime. Ouais. Alors c'est la dernière salle du musée. Il y a toute cette galerie de portraits. Et en 1891,
ouvre à Berck donc une œuvre de charité qui est initialement destinée à recevoir des personnes âgées qui sont issues du milieu maritime et qui n'ont pas de ressources. Donc sa création est due à la baronne de Rothschild et à Francis Tadgrin. Et pour trouver les fonds nécessaires au fonctionnement de l'établissement, Tadgrin sollicite ses amis peintres dont les œuvres servent de lot au tombola. Et là, il peint donc cette série de portraits des pensionnaires de l'asile. Et cette galerie de portraits sera même présentée à l'exposition universelle de 1900 pour attirer l'attention sur cet établissement. Et dans cette série, donc, il peint des personnes qu'il a côtoyées tout au long de sa vie à Berck, des personnes qu'il connaît depuis plus de 20 ans, qu'il a même des fois avec lesquelles il est même allé pêcher. Et à la mort de Francis Tadgrin, c'est Charles Roussel donc qui prendra la relève pour continuer cette galerie de portraits. Ouais, une galerie de portraits, c'est vraiment craquant. Des tout petits portraits. Il y en a, je sais pas, une soixantaine ou peut-être même plus, il y en a entre beaucoup, 50 et 100. Et c'est superbement peint. C'est comme si on avait fait des photos de portraits, quoi. À ce moment-là, ça se faisait au pinceau. Ouais, il y a plein d'émotions Ouais. Effectivement, sur les personnes âgées et sur leur visage se lit la vie d'épreuves qu'ils ont traversées, parce que faut pas dire que là-bas on vivait dans le luxe. Quand on connaît les maisons de pêcheurs, une pièce, 2 pièces maxi, puis des pièces toutes petites, voilà. Et en plus donc de Charles Roussel, Tadgrin, Le Pic, une belle découverte artistique. Donc c'est toi, Robert, d'un coup qui a dit mais ce mec-là c'est super. Et effectivement, c'est Eugène Trigoulet. Ouais. Voilà, Eugène Trigoulet, c'est un élève de Jérôme. Et lui, il a obtenu le second prix de Rome en 1892. Et pendant 25 ans, il a été professeur de dessin aux écoles de la ville de Paris. Et il a rejoint Berck un peu plus tard pour des raisons de santé. Donc il a ramené des œuvres de voyage en Bretagne, en Espagne, en Italie, en Algérie, en Belgique. Et Trigoulet illustre à l'occasion même des romans, édités en 1898 dans l'Estampe moderne, comme Le chemin de la mort. Donc il a aussi un talent de lithographe qu'il développe dans son séjour à Berck. Mais c'est plutôt la marine qui sera sa principale source d'inspiration. Et donc il est sans doute l'artiste le plus original et le plus doué, ayant opéré à Berck entre 1890 et 1910. Alors il a fait certaines œuvres comme le marché à Berckville, qu'on n'a pas vu malheureusement, qui sont plus dans l'idée des naturalistes comme Francis Tadgrin. Mais par ailleurs, il a des aspirations modernistes qui détonnent un peu dans ce contexte berquois, parce qu'il sait être caustique et plein d'humour, comme un peu à la Daumier. Alors et des fois, il peut réduire sa palette dans des camailleux de gris et de beige, mais il sait aussi réveiller son registre habituel en peignant donc des marines. C'est un artiste qui est mort prématurément. Voilà, il est mort, il avait je sais plus qu'une 45 ans. Il y en a qui soupçonnent qu'il est peut-être mort à cause de l'absinthe. C'est pas drôle. Voilà. Et nous, on a vu 2 toiles de lui là-bas que t'as repéré tout de suite. La première, c'est Paré pour l'embarquement, une grande toile. La deuxième, c'est Les Élégantes, où il se moque un peu du tourisme des Parisiens qui viennent envahir les plages de Berck. Et Les Élégantes fait vraiment penser à Daumier, quoi. Il y a même sur un bateau de pêche aussi. Oui, c'est ça, c'est Paré pour l'embarquement. Ouais, c'est ça. Et alors, en fait, parce qu'après on est allé au stand, on vous en parlera, mais il rejoint un peu les peintres flamands qui dans ils peuvent être tragiques et comiques en même temps, quoi. Il y a ce côté rieur, des gros rires des Flamands aussi dans sa peinture. C'est assez truculent, assez rond, assez explosif. C'est vrai que c'est Daumier, mais en plus, comment dirais-je, en plus rond, en plus plein de santé, quoi. C'est pas les visages grimaçants de Daumier, non, pas du tout. Non, mais c'est vrai que ces visages, c'est ça, c'est des bouilles rondes. Voilà, et la technique est assez libre, on voit les touches de pinceau, c'est vraiment très très étonnant dans cette espèce de classicisme naturaliste. Voilà, c'est quand même quelqu'un qui ressort d'une manière vraiment étonnante, et dont on n'entend jamais parler, évidemment, comme si ça faisait chier, là aussi, pardonnez-moi mon langage un peu vulgaire. C'est ma nature profonde, les critiques. Voilà. Ouais. Alors apparemment, le musée de Berck avait déjà fait une rétrospective il y a quelques années et il devrait en faire une en 2016. Donc, faut qu'on garde ça en mémoire pour pouvoir aller voir. C'est vrai qu'on a envie d'en voir plus. Hein. Bien sûr. Et puis là-bas, vous savez, où est-ce qu'on avait mangé, nous ?
On a mangé dans un petit resto au Touquet. Au Touquet, voilà. Voilà, aussi on avait, là où il y a il y a une dame qui est passée, qui avait renversé un verre de vin dans l'assiette de nos voisines. C'est assez rigolo, ouais. Ouais, là on a assisté à un espèce de truc, un espèce de numéro voilà, presque un film. Ouais, une bonne femme, une espèce de grosse flamande là, avec un solide appétit. Il y a une bonne femme qui passe à côté d'elle, qui lui fait renverser son pinard dans ses coquilles Saint-Jacques. Dans ses coquilles Saint-Jacques aux frites. Et ça a fait un numéro, je vous dis pas. Moi, j'étais mort de rire à côté. Bon. Voilà. Bon, alors sinon, il y avait d'autres peintres dans ce musée. Il y avait Yann Lavezzari, il y avait Charles Roussel. Donc Yann Lavezzari a une facture complètement différente. Il peint principalement des dunes. Enfin, c'est ce qu'on a des dunes, vu. C'est assez curieux, mais très belle. Ouais, très très belle. Non, c'est un musée, c'est un musée très très sympa. Bon, il y a quelques œuvres contemporaines au milieu de tout ça. Ouais. Qui nous ont non, mais alors là, c'est toujours la même chose. Ils peuvent pas s'empêcher de coller des œuvres contemporaines à des œuvres quand même qui ont un charme, qui sont vraiment des œuvres qui tiennent au mur, quoi. Non, et alors les morbacs de l'art contemporain s'accrochaient là-dessus comme sur une paire de burnes. Voilà, et c'est vraiment nul, mais vraiment nul. Voilà, c'est pas de la peinture, c'est rien du tout, quoi. C'est de la couleur passée sur des toiles, ou c'est des sculptures branquignoles, ou c'est voilà. Alors là, c'est vraiment qu'ils aient leur musée à eux, les artistes contemporains, mais qui viennent pas faire chier le monde comme l'autre taré qui vient au Louvre avec son lombric, l'autre qui va à Versailles avec ses ballons gonflés, et l'autre avec son plus ganal sur la place Vendôme. Non, mais qu'ils aillent dans les lieux à eux, mais qu'ils aillent pas polluer le reste de la planète pour se faire briller, et puis leurs milliardaires de sponsors. Ouais. Bon, enfin, moi, je dirais qu'à Berck, qu'elles sont quand même relativement discrètes et qu'elles ne nous ont pas dérangés. Non. Voilà, puis il y avait une petite salle aussi, c'est dans ce musée-là où il y avait un intérieur traditionnel. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, c'est là qu'on s'aperçoit que les pêcheurs, ils vivaient pas dans le bureau de l'autre gland, là, de PDG de Radio France. Là, ça, ils auraient pu mettre 4 appartements de pêcheurs là-dedans. Ouais, il y avait juste une salle. Là encore, il y avait peut-être 2 chambres. Mais quand on était à Vissant, à Étaples, dans le musée, effectivement, ils avaient même qu'une pièce, c'est le grenier. Hein. Une pièce, c'est le grenier. Plus petit, où couchaient les garçons. Voilà. Faut pas faire peur aux somnambules, ce sont les rois des funambules. Faut pas se moquer des noctambules, ce sont les rois du crépuscule. La fortune vient au lève-tôt et l'amour au chat de gouttière. J'aime la nuit, c'est mon berceau. Cœur de plume et cœur de pierre, drap de lune et cœur de moineau. Faut pas faire peur à ceux qui pleurent, ce sont les rois de la liberté. Faut pas se moquer, ceux qui en meurent, ils sont les rois de l'amitié. La tendresse vient au couche-tard, au bavard du petit matin. On prend le train pour nulle part. Cœur de brume, corps de catin, nuit sans lune et tête de lard. Faut pas tricher avec la nuit, que nous importe la débauche. Faut pas tricher avec nos vies quand la tendresse s'y ébauche. L'amitié berce les poètes, les pierrots de boîte de nuit, abonnés du train de minuit, corps de lune et cœur en fête, pour un voyage au bout de l'ennui.
Voilà, c'était Annabelle qui interprétait donc les Noctambules, Annabelle, donc l'épouse de Bernard Buffet, qui était donc chanteuse à Saint-Germain-des-Prés avant de rencontrer Bernard Buffet. Oui, oh là là, et puis j'écoute, alors, à son Annabelle, je dois te dire, là, c'est suspect, cette histoire, enfin bon. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans médecin, sans pub, à racaille, pour un viron peinture dans Schnorr. Et tout de suite, notre camarade Pijikou va s'y coller avec le musée d'Ostende et la maison de James Ensor. Voilà, donc on est reparti du Touquet, on a pris l'autoroute, malheureusement, mais enfin, l'autoroute n'était pas payante à partir du Touquet, et on est arrivé, donc en suivant la côte, on est arrivé à Ostende 2 heures après. Donc là, on est allé visiter le musée, comme donc le musée de la ville. Donc c'est un musée qui possède une belle collection d'œuvres d'art belge, une collection qui a été faite entre 1850 et nos jours. Et le père de Constant Perméqueux, donc Henri Perméqueux, qu'on avait déjà évoqué dans cette émission, en fait fut le premier conservateur du musée des Beaux-Arts d'Ostende en 1897. Et sous son giron, on procéda à l'acquisition d'œuvres majeures, et notamment de James Ensor. Donc les pièces maîtresses de la collection du musée datent de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Et donc, elle porte la signature d'artistes comme James Ensor, Léon Spilert, Constant Perméqueux, Gustave de Smet, Fritz von der Berge. Donc, c'est un musée qui est assez moderne, qui a été fait dans une ancienne entreprise, très spacieux. Donc là, c'est pareil, il y a une partie qui mêle l'art contemporain aux œuvres plus classiques. Et nous, on s'est régalé. On est rentré donc au premier étage, au niveau, je crois, 1A. C'est la salle principalement des expressionnistes. Et là, on a trouvé le premier tableau qui nous a marqué. C'est un tableau de Fritz von der Berge, un artiste qu'on ne connaissait absolument pas, qui nous a vraiment, vraiment plu. Donc Fritz von der Berge, c'est un peintre, c'est un dessinateur, il est aussi illustrateur et lithographe. Il a enseigné la peinture à Gand, il est parti aux États-Unis en 1914, il est rentré, la guerre éclate, et là il s'est réfugié en Hollande, et il s'est familiarisé avec l'expressionnisme allemand, et c'est donc à partir de là qu'il a orienté sa peinture vers cette forme expressionniste. De retour en Belgique, il a résidé chez Perméqueux à Ostende avec Gustave de Smet. C'est ce qu'on a appelé l'école de l'Essène-Saint-Martin. Donc les artistes étaient soutenus par une galerie, ce qui leur permet de vivre à l'abri des soucis matériels. Ensuite, Bergueux s'est orienté vers le surréalisme, ce qui a déplu à une partie de ses admirateurs, s'en a réjoui une autre partie. Et puis la débâcle économique de 1930 et la fermeture des galeries à Bruxelles vont avoir pour lui des conséquences négatives. Donc il va être obligé de vivre, de travailler pour vivre comme illustrateur dans un quotidien socialiste et ne peut plus se consacrer à son art comme avant. Mais nous, on a vu 2-3 toiles de lui qui étaient plutôt de facture expressionniste et qui nous ont vraiment beaucoup plu. Un autre peintre qu'on a vu, donc c'est Léon Spilart, mais ça, Robert est passé complètement à côté. Quand je lui ai montré un tableau hier, il m'a dit mais c'est quoi ça ? 160 œuvres quand même. Ouais, il a 160 œuvres. Moi, ça m'a plu. Je sais que ça faisait très moderne justement par rapport à l'époque. Et Léon Spilart, c'est un peintre qui n'a pratiquement jamais quitté Ostende. Lui, c'est un autodidacte et il travaille principalement sur papier et carton avec de petits moyens. Et ce qu'il aime surtout, c'est se promener la nuit dans cette cité balnéaire déserte. Et il rapporte des vues nocturnes, surtout des plages, des digues, des places, et il exprime la solitude. Et donc ses œuvres explorent donc à travers des techniques comme le crayon, l'encre de Chine, le pastel, la gouache, toutes les ressources du noir. Et il y a un tableau que tu connaissais pas, que je t'ai montré hier, qui s'appelle Vertigo. Donc c'est une femme qui est au sommet d'un escalier, qui regarde la mer. Ses cheveux sont dans le vent. Ce sont des tons noirs et blancs qui sont assez contrastés. Ouais, c'est très graphique. Ouais, c'est très graphique. Et voilà. Après, dans ce musée, on a fait plusieurs niveaux. Il y a une aile qu'ils appellent l'aile des chefs-d'œuvre. Donc là, il y a des peintres plus connus qui sont aussi mélangés avec des œuvres contemporaines. Ouais, ce qui est un peu dommage. Oui, toujours. Ouais. On a vu quelques tableaux de James Ensor. Ouais. Donc ce fameux Christ qui est dans le déluge, là le tableau qui avait frappé André Masson quand il était encore très jeune. Ouais.
Je sais pas, qu'est-ce que tu veux ajouter d'autre Oh non, je veux ajouter que bon, c'est un musée sympa, comme tous les... Enfin là, oui, on était bien reçus, pareil, bon, voilà. Ce que je regrette dans ce genre de musée, c'est justement ce mélange art contemporain et avec un art un peu plus, comment dirais-je, plus travaillé, quoi, plus sensible, quoi, voilà. Ouais. Il y a des choses comme ça qui me perturbent un peu. J'aurais aimé rester, si vous voulez, dans un dialogue avec une certaine vision de la peinture, enfin une école peut-être pas plus traditionnelle, mais qui me touche parce que c'est sensible, parce que il passe des choses dedans, parce que bon voilà. Bah, comme la première salle qu'on a vue, effectivement, c'était que des œuvres expressionnistes. Et il y a aussi des tableaux de Constant Perméqueux, bien sûr. Voilà, j'ai oublié bien de préciser. Oui, alors là, Constant Perméqueux, dont je vais vous parler tout de suite, d'ailleurs. Non, tout à l'heure, je crois. Ah non, ouais. ben non. Ah oui. Le musée d'Ostens, la maison de James Ensor. Et en dessous, je vois Shlomo Perméqueux à Jabéqueux. Oui, j'ai pas parlé de James Ensor encore, mais je peux en parler après, quoi. Ah ouais. C'est sa maison. Ah oui, non. Ouais. Bah. Non, sur le musée, est-ce qu'on rajoute d'autres choses? Ils ont une librairie qui est sympathique, sauf que les livres sont tous en flamand. Oui. Donc voilà, ça nous a permis de faire des économies. Non, mais vas-y avec la maison de donc Ensor, après ce musée d'Ostende, on voulait visiter donc la maison de James Ensor qui est située rue de Flandre. La rue de Flandre, donc c'est une rue qui arrive directement sur le front de mer et elle est à un carrefour du front de mer. Donc ça c'est la maison qu'on peut visiter, c'est la deuxième maison qu'il a occupée parce qu'il a vécu la première partie de sa vie dans la maison familiale qui était située dans la même rue mais plus près du front de mer encore. Là c'est la maison qu'il a occupée quand il avait 40 ans, qui appartenait à son oncle et son oncle et sa tante, donc qui lui en ont fait cadeau. Et donc c'est aussi bien sa première maison que la seconde étaient au départ des boutiques d'objets, de coquillages, de masques. J'ai vérifié, Robert, tous les masques qu'il y a, c'est les masques qui étaient vendus en fait dans la boutique. Donc on rentre, le rez-de-chaussée est resté à l'identique, même quand lui l'a habité, il n'a pas voulu changer. Donc c'est encore l'ancienne boutique qui vend donc ces coquillages, ces masques, ces bijoux, ces trucs un peu extraordinaires avec même suspendus au plafond des coraux. Enfin, oui, tout à fait. Oui, donc l'ancien comptoir, les anciennes armoires à objets, donc les masques sur la droite quand on rentre. Donc on arrive dans cette pièce-là. La pièce, après on monte à l'étage directement, et là il y a une pièce qui... Actuellement, il y a des expositions temporaires. Donc, apparemment, cette pièce était l'ancienne cuisine. Et après, donc, on rentre, quand on continue, on arrive dans son appartement. La pièce où il jouait de la musique, où il y a son harmonium, son piano. Son chevalet, ses objets. Et donc, au-dessus de son harmonium, ils ont mis une reproduction de cette ce grand tableau, là, de 10 mètres qu'il avait fait, l'entrée du Christ à Bruxelles. Qui fait pas 10 mètres, d'ailleurs. Non, là, il fait pas 10 mètres, mais lui, il le mettait par morceaux, je crois, parce qu'il ne veut pas le peindre entièrement. Donc Par contre, il y a une salle derrière qui est sa salle à manger, avec aussi des reproductions. En fait, il n'y a pas d'œuvre originale dans sa maison, ce sont que des reproductions. Ce qui est un peu dommage, parce que ça perd un petit peu de sa force. Oui. Mais c'est un endroit qui se visite très rapidement, mais qui nous plonge bien quand même dans ce qu'était James Ensor et son travail. Je pense qu'il y a aussi, au rez-de-chaussée, il y a quelques photos de lui. Il y a un tableau du peintre Labisse qui le représente. Oui, mais quand on on met en parallèle la maison atelier de Gustave Moreau à Paris, ça fait quand même un peu léger, ce truc-là. C'est un endroit qui est petit, parce qu'après l'étage supérieur, en fait, n'est pas là où il dormait. En fait, c'est un endroit qu'on peut pas visiter. Et puis, donc voilà, là, tu en as terminé. Je pense que j'ai un petit peu raconté. Oui, après, on peut y aller. De toute façon, tous ces musées-là ont des entrées qui sont à 2-3 euros, donc faut quand même pas se priver pour les visiter. Non. Moi, j'ai acheté un crayon papier. Voilà, eh bien, oui, à côté, évidemment, de Jabéqueux, où on est allé avec Piquecou avant de revenir sur Bruxelles, où il y a le musée, la maison atelier Perméqueux, du peintre Perméqueux, une découverte que nous avions faite à Lille, au musée des Beaux-Arts de Lille, un Perméqueux qui est l'étable, un truc extraordinaire. Voilà.
Alors, ce musée Perméqueux, quelle histoire pour y arriver? C'est pas indiqué du tout. Enfin bref, on a patouillé là. Enfin, on a beaucoup patouillé pendant nos séjours en Flandre parce que bon, on se paumait, on savait pas où c'était, etc., etc. Voilà, là ça a été le cas aussi. On désespérait de le trouver alors que on était allé dans un bistrot avant pour boire un petit café. on demande à la tenancière, une jolie accorte flamande, où se trouve le musée Perméqueux. Elle nous dit c'est à 300 mètres au bout de la rue. On fait ces 300 mètres, on voit pas de musée. Ouais, il était pas au bout de la rue, il fallait traverser une nationale, il était juste en face. Voilà. Alors, on a fait un tour dans la campagne et tout. Voilà, on a pris la voiture, on a dû visiter toute la zone industrielle de Yabeke. Voilà. Et puis, en fin de compte, on a trouvé le musée. Alors, c'est une maison qui semble très contemporaine, alors qu'elle a été construite dans les années 30. Voilà. Avec là, on a vu des belles pièces de Perméqueux, peinture, sculpture, dessins, surtout des dessins magnifiques, des fusains énormes qui font près de 2 mètres de haut. Voilà. C'est dommage de s'être énervé comme ça un peu avant. On aurait dû arriver là serein, heureux, détendu. Mais quand même, on a vu des choses étonnantes. De l'espace, surtout, c'était un mec qui lui fallait de l'espace. Parce que, vous voyez, son atelier à côté de celui d'Ansort, c'était autre chose quand même. Et alors, ce qui est assez merveilleux, en tout cas peu moi, c'est que dans son atelier, il y avait 2 énormes chevalets avec des œuvres dessus, et puis il y avait son matériel de peintre. Alors un peu poussiéreux, on sent que ça date. Enfin, on l'a vu. Une énorme palette. Enfin, c'était un mec qui devait être assez énorme lui-même. Et voilà. Et là, on a pu respirer. C'est un splendide atelier avec un bon parquet de planches là. Pas les parquets Louis du 18e français, les parquets avec caisson, je sais pas pourquoi. C'est un parquet de chêne, je crois. Ouais, un parquet de chêne, mais magnifique, des grosses planches de chêne à peine équarries. Voilà, avec une lumière magnifique. On a vu donc son atelier de peinture avec quelques belles pièces dedans d'ailleurs. Et puis on a aussi vu son atelier de sculpture qui est donc à part de ce bâtiment, une espèce de porte de garage blanche. On ouvre et là on rentre dans un espace aussi extraordinaire de lumière et de hauteur et de etc. où on voit souvent les plâtres de ces sculptures, de ces bronzes quoi. On a vu aussi de la taille directe dans du bois. On a vu aussi son atelier où il y avait un grand bac avec la terre dedans, avec un évier avec une pompe. et puis oui, aussi ses outils de travail, voilà, moi j'adore quand je vois les outils de travail des artistes, c'est très rare parce que ce que je regrette au musée Gustave Moreau à Paris, c'est qu'on voit absolument pas ni ses palettes, ni ses pinceaux. Ces pinceaux on peut comprendre, mais ils en foutent des neufs et puis voilà, ça le tour est joué, comme c'était le cas d'ailleurs pour la maison Rembrandt, la maison de Rembrandt à Amsterdam. Et on a respiré quand même quelque chose. C'est un homme ce qu'on peut qualifier de bon vivant, c'est un peu con, mais c'est assez énorme. Et puis qui aimait la pêche, qui aimait le tir à l'arc, qui devait aimer la bonne bouffe aussi, parce que bon, il avait pas pris ses kilos comme ça en faisant du footing. Mais un homme de la nature, voilà, c'est ça. Et qui peint la mer du Nord, mais d'une manière extraordinaire, parce que là c'est pas la Méditerranée, là on peut pas se tromper, c'est vraiment la mer du Nord, c'est vraiment le plat pays de Brel aussi quand il peint la campagne, c'est des couleurs sombres, on sent, parce qu'il faut dire que quand même notre séjour en Flandre, ça a été un ciel plombé, c'était du crachin, du vent, du froid, et les tableaux de Perméqueux, c'est vraiment ça, quoi. Voilà, on est en plein dedans. Ouais, il y a beaucoup de nus aussi, il y a beaucoup de tableaux de nus, mais c'est vraiment, et d'ailleurs je repense à quand on avait parlé de Perméqueux, on avait évoqué ce musée avant d'y être allé. Il y a un auditeur qui avait téléphoné en disant non, c'est pas un petit musée de province. Effectivement, c'est pas un petit musée, c'est un très beau musée. Il y a vraiment beaucoup d'œuvres. C'est un musée dans lequel on rentre. Il y a toute une zone aussi où il y a plein de photos avec la vie de Constant Perméqueux. Donc on est complètement dans son histoire et son travail, quoi. Oui, avec son masque mortuaire aussi, celui de son papa, c'est moins drôle. Oui, il y a quelques œuvres de son papa d'ailleurs dans la première salle. Trois peintures, 3 marines de son papa. C'est pas vraiment flamboyant, mais bon. Enfin, entre le père et le fils, il y a aucune
aucun apparentement possible. C'est vraiment, d'un côté, on a un peintre un petit peu traditionnaliste, un peu cul pincé, très gentil, quoi, une peinture gentille, et de l'autre côté, on a du TNT. Là, c'est vraiment les choses, énormes, quoi. C'est dans l'énormité qu'il faisait ce mec-là. Avec ses mains complètement carrées, déformées. D'ailleurs, j'ai acheté, on m'a offert plutôt une reproduction d'un de ses fusains. Alors, c'est quelque chose de magnifique. Il y en avait 3, puis pas très cher. J'ai l'impression qu'il brade tout ça au musée. Ouais, c'était curieux. Oui, les cartes postales, il les bradait à 10 centimes. Les posters, là, étaient à 2 euros. On n'a pas tellement compris. Et nous, on a été très bien reçus à l'accueil. Et quand on a dit qu'on s'était perdu, qu'on ne trouvait pas le musée, bon, la dame qui nous a accueillis, en fait, avait l'air de pas vouloir trop en parler. Mais visiblement, il y a des tensions entre la région, la ville. Enfin, parce que ce musée n'est pas indiqué. Il y a juste un petit panneau à un moment donné. Si on loupe, c'est foutu, quoi. C'est foutu, oui. Alors que c'est quand même une gloire d'abord flamande, mais aussi il est connu internationalement. C'est quand même quelqu'un de un peintre expressionniste vraiment de premier plan, on peut dire, dans cette Flandre qui poursuit la grande tradition de la peinture flamande, quoi. C'est avec d'autres dont on parlera plus tard. On fera une émission spéciale pour ça. Voilà, c'était en gros notre séjour à Perméqueux, enfin notre visite à Perméqueux avant de rentrer. Oui, l'auditeur, comme l'a rappelé Piquécou, avait tout à fait raison. C'est pas un petit truc bidon, c'est vraiment une belle pièce architecturale, d'ailleurs, la maison, et puis muséale aussi. Il n'y a aucun doute qu'on n'a pas perdu notre temps en passant à Jabéqueux. On voyait les chevaux, la mer, qui fonçaient la tête la première et qui fracassaient leur crinière devant le casino désert. La barmaid avait 18 ans et moi qui suis vieux comme l'hiver. Au lieu de me noyer dans un verre, je me suis baladé dans le printemps. De ses yeux taillés en un monde ni gris ni vert, ni gris ni vert, comme au stone et comme partout. Quand sur la ville tombe la pluie et qu'on se demande si c'est utile, et puis surtout si ça vaut le coup, si ça vaut le coup, vivre sa vie. Je suis parti vers ma destinée, mais voilà qu'une odeur de bière, de frites et de moules marinières m'attire dans un estaminet. Il y avait des types qui buvaient, des rigolos, des tout rougeaux, qui s'esclaffaient, qui parlaient haut, et la bière on vous la servait bien avant qu'on en redemande. Oui, ça pleuvait, oui, ça pleuvait, comme au stand et comme partout. Quand sur la ville tombe la pluie et qu'on se demande si c'est utile, et puis surtout si ça vaut le coup, si ça vaut le coup, vivre sa vie. On est allé bras dessus dans le quartier où il y a des vitrines remplies de présences féminines qu'on se paye quand on est sous. Mais voilà que tout au bout de la rue est
est arrivé un limonaire avec un vieil air du tonnerre à vous faire chialer dans tes pluies. Si bien que tous les gars de la bande se sont perdus, comme au stand et comme partout. Quand sur la ville tombe la pluie et qu'on se demande si c'est utile. Et puis surtout, si ça vaut le coup, si ça vaut le coup, vivre sa vie. C'était Arnaud comme à Ostende, un incontournable. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub à racaille, qui se termine sur ce viron de peinture dans Schnoor, voilà, surtout en Flandre belge. Et à Ostende, justement, on a rencontré le premier soir, le jour où on est arrivé, il faisait nuit, hein, c'était vers 21h. On va dans un petit bistrot à frites, un petit bar à frites. Une peinture de... Pardon ? Une peinture de Hopper. Une peinture de Hopper, voilà, tout à fait ça. Et parce qu'on avait envie de manger des moules et des frites, mais là, il n'y avait pas de moules, il y avait que des frites. Mais c'est surtout qu'on a été un petit peu étonnés par le prix des moules frites à Ostende. Ouais. On pensait que ça trouvait comme ici vers 10 € le repas. On a vu que c'était entre 20 et 25 €. Ça nous a un peu calmé. Ouais, ça nous a un peu calmé. Donc, on n'a pas bouffé une seule moule en Hollande. Bon, pas en Hollande, en Belgique, en Flandre. Voilà. Et là, dans ce bar à frites, on se commande nos frites. Et il y avait un homme qui était une table derrière nous, qui se présente, voilà, et qui nous refile des cartons d'invitation pour le vernissage de sa galerie, parce que en fait c'est un propriétaire de galerie. Non mais c'est quelque chose quand même. On s'est dit là on est marqué. Et donc sa galerie, c'est en plus la galerie Papillon. Alors on a pris rendez-vous pour le lendemain vers 15h pour aller voir, parce qu'il nous a dit il y a un critique d'art qui se ramène et j'aimerais bien que vous le rencontriez. Bah pourquoi pas, de toute façon on se la joue pro, hein, on y va. Enfin c'était bien sympathique cette rencontre, parce que c'est quelqu'un qui se la joue pas, quoi, un type. On n'imagine pas ça par exemple à Saint-Germain où il y a toutes les galeries, là on s'imagine pas aller dans un petit rad comme ça et trouver un galériste qui nous invite à venir au vernissage sans nous connaître, etc., parce qu'on s'est pas présenté. Après, on lui a dit qu'on était un peu dans la partie, qu'on faisait une émission de radio, etc., mais il savait pas du tout. Bon, c'était étonnant comme rencontre. Alors, donc, le lendemain, on est allé à la galerie Papillon, voilà. Elle est très bien placée, d'ailleurs. Elle est à un étage, mais très visible de la rue. Pour voir, il y avait 3 artistes, Fred Delameilleur, comme ça se prononce, Delameilleur, un peintre qui faisait, enfin c'est ce qu'il présentait là, c'était des collages. Philippe Verbruggen, alors là c'est plus flahut, hein, un sculpteur, mais très contemporain. Et Raymond Dobol, une sculpteur aussi pas mal, elle travaille le marbre, et qui faisait aussi des bijoux. Là, c'est moins, pour nous, c'est moins, ça parle moins, c'est moins drôle. Voilà. Donc, on est allé les voir, on a papoté surtout avec Fred Delameilleur et Philippe Verbruggen, parce que Raymond Dobol était interviewé par le critique d'art qui était venu, qui était un espèce de grand Flandrin très sympathique, à la retraite d'ailleurs, mais qui écrivait encore pour quelques journaux. Voilà. Fred Delameilleur, où je vous dis, c'était des collages. Moi, ça m'a assez plu comme travail. C'est gai, c'est léger, ça reprend pas la tête. Voilà. C'est regardable, franchement regardable. Philippe Verbruggen, bon, alors là, puis chez vous, il y a une petite
un petit blabla entre nous, entre Picheco et moi. Picheco, elle trouve ça franchement, elle dit on a vu ça partout. Sur le moment, je me suis un peu laissé influencer par son jugement très critique. Mais j'en reviens un peu, je trouve que c'est... Évidemment, il emploie des matériaux actuels, du plastique, des objets manufacturés, parce que là, par exemple, il a la Jesus Mobile. C'est une Jeep, mais un jouet, quoi, où il a mis Jésus-Christ avec le visage ensanglanté, mais il y a un crucifix sur le capot de sa Jeep. Il y a une mitrailleuse sur le capot aussi, puis il y a 4 roquettes derrière, là, voilà. Moi j'aime assez ce côté franchement engagé quand même. Non, mais il a un côté engagé, ça c'est certain. Quand on voit le titre de ses œuvres, et il y a un moment c'est pareil, il y a un cerveau humain comme un char romain, là, une manipulation du cerveau humain. Ouais. C'est Mind Control. Voilà, oui, c'est assez bon. C'est criard, c'est vraiment de la peinture contemporaine, quoi. Mais c'est un peu plus excitant que la sculpture. Oui, de la sculpture contemporaine, un peu plus excitant que Kunz, même s'il emploie à peu près les mêmes matériaux. Il y a aussi 2 chiens militarisés là, mais c'est vraiment assez impressionnant, avec des casques, etc., qui sont repeints en tenue camouflée. Il y a aussi des vaches qui sont avec des colliers de plumes, etc. Non, il y a quelque chose dans son travail de très très engagé. Avec 2 cochons là, je pense que c'est sur des édredons d'algues à l'intérieur. Voilà. Il y a puis en même temps il y a une santé dans ce travail assez extraordinaire, quoi. Et ça, c'est à saluer quand même. Voilà. Donc, je vous rappelle, Philippe Verbruggen et Raymond Devol, on a surtout vu ces sculptures, des marbres. Bon, c'est travaillé d'une manière assez classique, pas figurative du tout. Sont des formes abstraites, mais très intéressantes aussi, parce que la qualité de ces marbres, déjà, elle a trouvé des marbres avec des colorations assez étonnantes. Et voilà, on a passé une demi-heure à papoter, à regarder tout ça. Et vraiment, si vous allez à Ostende, retenez ce nom, la galerie Papillon, qui est dans le quartier d'Ostende, voilà, où il y a toutes les galeries, toutes les choses comme ça. C'est un tout petit quartier d'Ostende, pas loin de l'hôtel où on était, l'hôtel Astoria, c'est aussi quelque chose, je dois dire, l'hôtel Astoria, le plus vieil hôtel d'Ostende. Ça se voit que c'est le plus vieux. Là, on a pensé aussi, puis pas très cher, et alors que si l'extérieur est un petit peu fatigué, ravagé, l'intérieur est très très propre. Voilà, on a payé 50 € la nuit, petit déj compris. Ça ramène la chambre d'hôtel à 30 et quelques euros, quoi, parce que bon, bref. Et oui. Ouais, non, ce qu'on peut dire quand même de ce séjour à Ostende, c'est que tous les gens qu'on a rencontrés ont été serviables, accueillants, ont spontanément parlé français. Là, ce contact avec les artistes et le galeristes, c'était un peu surréaliste de voir comment les gens nous parlaient. En plus, ils ont le tutoiement qui arrive tout de suite. Ça, c'est très très drôle. Un peu déstabilisant. Et ces galeristes nous ont offert le café dès qu'on est arrivé. Enfin, partout, on a été, on était un peu chouchoutés, je trouve. Ouais, c'était vraiment très gentil. Alors l'hôtel, donc on n'était pas très loin de la digue et de l'acheter, donc Piquet-Coup m'a fait marcher comme un forcené sur la digue et l'acheter, alors que j'étais déjà complètement à la ramasse. Et puis on a fait la découverte du siècle, la galerie du Ramor. Mais ça, on vous en parlera la semaine prochaine. On va consacrer une émission quasiment à ça, parce que c'est quelque chose. Hein. Retenez bien ce nom, la galerie du Ramor. Voilà, avec un peintre Roland de Volder. Assez aussi, alors là, les mots, on va pas trop en faire, parce que c'est quand même, mais c'était vraiment une rencontre assez étonnante, assez inattendue aussi, et là, encore une fois, un accueil qu'on vous dit pas. Bon. Voilà, donc ça c'est la semaine prochaine, la galerie du Ramor avec les artistes exposés. Quoi. Voilà, qui sont la plupart des Français, mais sauf le galériste, lui, enfin c'est sa femme qui est galériste, mais lui qui est un pur produit de Flandre, avec une œuvre qui est un pur produit des peintres de cette école flamande assez. Oui, on emploie toujours des mots extraordinaires, mais c'est vrai que c'est pas commun du tout.
Voilà, ben j'espère qu'on vous a donné envie d'aller faire un tour là-bas, au Touquet et au stand. On termine avec la chanson de Jacques Brel qu'on avait programmée, Maric, et puis on vous dit à la semaine prochaine. Oui, les œuvres encore à repousser à la semaine prochaine. Voilà, au revoir. Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mí a cuantos sufren y canto respirando. Cante, canto y cantando más allá de mis penas personales. Me ensancho, me ensancho. Quiero daros vida, provocar nuevos actos y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo.